fou. Et quand j'ai lu ce livre, ce roman, je pense que j'en ai eu la confirmation, parce qu'en fait, je me suis dit qu'il se mettait tout le monde à dos. Et en fait, personne n'est épargné. C'est-à-dire qu'il n'est complaisant avec personne. Et le roman est très court, hein, 127 pages, mais il est d'une densité. C'est-à-dire qu'il y a un arrière-plan intertextuel qui est extrêmement important, chez Monanembo, et bien entendu toute la mythologie Peul qui s'invite, mais c'est un roman aussi qui nous amène dans beaucoup de directions. Est-ce que c'est un roman social? Est-ce que c'est un roman historique? Est-ce que c'est un roman politique? Qu'est-ce que c'est? Voilà. En fait, c'est ça en fait qui fait l'intérêt du roman. C'est-à-dire en le lisant, on va dans tous les sens et ça ne peut pas ne pas nous interpeller. Et sincèrement, quand j'ai relu encore aujourd'hui, parce que moi je n'arrivais pas à trouver mon exemplaire, donc Bios a eu l'amabilité de me prêter le sien, et donc je me suis retrouvé encore dans l'actualité. C'est-à-dire c'est un roman d'une actualité incroyable. Et en réalité, tout le moment que nous vivons aujourd'hui n'est que la suite logique de tout ce qui s'est passé et qui est savamment bien raconté dans le roman. Alors, mais quand même, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci avec le titre, Le rempart de l'espérance. En fait, je sais que j'ai toujours pensé d'ailleurs que, en fait, les récits initiatiques Peul, certes commencent comme une sorte d'utopie, mais à la fin, c'est véritablement une dystopie. Alors, ça se passe très très mal. Et je vois que dans le roman, même s'il y a une alternance entre ce récit-là, donc qui parle des ancêtres, qui parle un peu de l'arrière-plan, on va dire, de l'ascendance, eh bien, il y a quand même deux choses qui sont frappantes. C'est le chapitre 1 et le dernier chapitre. Donc, on ouvre un peu aussi à la manière de Thierno Mounengo, donc on part des mythes. Et on termine aussi un peu dans le mythe, parce que c'est vrai que l'histoire est racontée comme l'histoire de Peul a commencé, mais à la fin, bon, après avoir fait son fameux cauchemar dont il parle, à la fin, il conclut quand même en parlant de Bagomoel, qui est l'enfant espoir. Bon. Et ce qui fait qu'en fin de compte, en lisant ce roman, même si la leçon n'est pas, je veux dire, l'idée est implicite, on comprend que l'espoir fait vivre. Et je serais même tenté de croire que l'espoir qui fait vivre le Peul, c'est un espoir mythique. C'est-à-dire que le Peul, il se berce d'un mythe, de ce qu'il a été, d'une alliance conclue dans l'île temporelle et qu'il continue à perpétuer et dans lequel il essaie de vivre aujourd'hui. Et donc ma question, c'est est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui d'espoir? Ou est-ce qu'on a besoin de quelque chose de concret? Voilà. C'est un peu ma question. Merci. Alors, je suis content de cette question parce que ça montre un peu le gap qu'il y a entre ce que l'on écrit et comment est-ce que l'on est lu. J'avoue que je ne voyais pas les choses comme cela. Je n'ai pas voulu construire un récit, même si c'est finalement cela, en tout cas, même si le récit que j'ai produit peut être interprété sous cet angle-là, mais je n'ai pas voulu construire un récit où ce que je mets en avant en termes de soubassement de la culture poulard soit perçu, conçu, appréhendé tout simplement comme étant une sorte d'utopie qui tire dans un sens ou dans un autre. Ce que j'ai voulu, c'est dire en filigrane, c'est que, pour paraphraser un peu une expression poulard, Sotavi Nganda de Paden, si l'on ne sait plus où on va, alors sachons au moins retourner d'où nous venons. Et que quelque part, nous sommes aujourd'hui confrontés à un monde, dans notre monde contemporain, à un certain nombre de problèmes. Peut-être qu'en creusant, peut-être qu'en retournant, pas physiquement,
mais pas temporellement ou historiquement, mais psychologiquement en revenant au soubassement de nos cultures, de nos valeurs culturelles et civilisationnelles traditionnelles, peut-être y trouverons-nous tout simplement des solutions qui sont opposables aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est ainsi d'ailleurs que, face au problème de l'embrigadement des mouvements terroristes, eh bien, derrière, vous voyez, quand Pathé est envoyé chez les Sérères pour y réapprendre des bases de sa culture liées à la relativité, d'abord, ceux-là lui apprennent les bases de sa culture. Parce qu'à l'origine, les Sérères et les Peuls, c'était un seul peuple. C'est des cousins à plaisanterie. D'accord? On lui réapprend un peu les bases de sa culture. On lui réapprend à relativiser d'abord le point de vue, à quitter l'absolutisme. En relativisant le point de vue, en quittant l'absolutisme, en arrêtant de penser qu'un être humain puisse détenir une vérité absolue. Parce que dès l'instant où vous le pensez, vous finissez par considérer les autres comme étant des êtres inférieurs, comme étant des êtres qui sont dans le faux, et naturellement, c'est déjà le début de l'extrémisme là. Donc, deuxièmement, les valeurs que je mets en avant, qui sont donc, je l'ai dit, à travers la prière, les 7 interdits. Imaginez un monde où les gens respectent ces 7 interdits. Un monde où les gens comprennent que le sens du monde doit relever d'abord de l'existence d'un transcendantal. Pour se justifier de Dieu, premièrement. Donc, l'instauration d'un rapport entre l'homme et Dieu. Deuxièmement, un monde où les communautés humaines refuseront de mentir. Nous ne mentirons jamais. Un monde où les communautés humaines refuseront de voler. Nous ne volerons jamais. Où ils refuseront naturellement de la fumisterie et la duplication pour couper quelque part les liens de parenté. Hein? Donc nous ne ferons jamais de... etc. Vous voyez encore, ces éléments-là, en réalité, ce sont là tout simplement les fondements d'une société idéale. Oui. Donc il suffit tout simplement de les remettre en cause, de mon point de vue, et de repartir sur de nouvelles bases. Voilà un peu comment j'ai compris la chose. Je vous remercie.